Ça a commencé par hasard. J'avais quitté Paris pendant environ 7 années consécutives. Et quand je suis revenue à Paris, j'étais perdue. J'avais plus d'amis, pas de lieu où aller, pas de souvenirs. Et j'ai commencé, après quelques temps comme ça d'inaction, à descendre dans la rue, à me demander où allaient les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient, ceux qui n'allaient pas à leur travail, ceux qui traînaient dans les rues, où est-ce qu'ils allaient. Je me suis dit que j'allais suivre les gens et voir où ils allaient, et qu'au moins je redécouvrirais ma ville à travers leur trajet et leur désir à eux et leur énergie qui me manquait. Donc j'ai pris des gens un peu au hasard, telle personne parce qu'il portait des paquets trop lourds pour lui, telle autre parce que la couleur de son manteau m'attirait, enfin. Et puis je me suis prise au jeu, j'ai commencé à vouloir les photographier, à noter ce qu'ils faisaient, mais simplement pour me souvenir d'eux. Il n'y avait aucun but artistique. Et puis un jour, j'ai suivi un homme dans la rue. J'ai eu comme ça l'idée de prendre une personne plus particulièrement et de la suivre. Je l'ai perdu très très vite dans un supermarché, enfin un grand magasin. Et le soir même, je l'ai revu lors d'un vernissage de photographie. Il était là. Et j'ai décidé que c'était un signe comme ça suffisant, que c'est lui que j'allais suivre. Ensuite, j'avais appris lors de ce fameux vernissage, en écoutant une conversation qu'il avait avec des amis avec lui, qui ne seraient pas là le mois prochain parce qu'il devait se rendre à Venise. J'ai donc décidé de me rendre à Venise. Et là, mon enquête a commencé, à savoir me rendre au bureau de police, appeler tous les hôtels de Venise un par un, enfin retrouver sa trace. J'avais un appareil photo. J'avais un petit magnétophone dans lequel j'indiquais quelle rue j'empruntais, mes sensations, mes sentiments sur lui, mes craintes. Je photographiais les rues qu'il empruntait. J'essayais de photographier, de faire des doubles des photos qu'il faisait lui-même quand il se mettait en position et qu'il photographiait un endroit. Je photographiais nos trajets. J'attendais devant son hôtel jusqu'à ce que je le perde de vue, que je le retrouve. La journée se déroulait comme ça, à l'attendre. Et je rêvais de pénétrer dans sa chambre, de voir ce qu'il lisait, ce qu'il avait emporté comme vêtements, de l'observer de façon plus proche. Ce qui est intéressant pour moi dans ces projets, c'est que, par exemple, l'homme que je suis, au début, il ne met rien. Ensuite, par la force de l'obéissance au rituel, il devient capital pour moi de savoir qu'il a mangé à 2h30 dans tel restaurant. C'est-à-dire que je deviens obsédée par lui, mais pas sur la base des sentiments, sur la fabrication comme ça d'une obsession. Et puis ensuite, par contre, quand je veux le quitter, quand tout est terminé, eh bien je le quitte. C'est-à-dire que cette personne qui m'était complètement indispensable, dont chaque détail de la vie m'intéressait, le jour où je décide que voilà, c'est fini, il rentre gare de Lyon, au revoir, eh bien je l'oublie. À force de suivre cet homme partout dans Venise, j'ai voulu renverser comme ça l'idée. Je me suis demandé ce que c'était que d'être suivi soi-même. J'ai donc décidé d'engager un détective privé pour qu'il me suive. Pour cela, j'ai demandé à ma mère de se rendre à l'agence du Luc. Et sous un prétexte quelconque, à savoir, je crois que c'était à l'époque le fait que je voyais un homme trop âgé pour moi et que j'avais promis de plus le voir et qu'elle voulait s'en assurer. Elle a donc engagé un détective privé pour qu'il me suive. Ensuite, ma mère a reçu les photographies qu'il avait prises de moi ainsi qu'un rapport écrit. Et moi, parallèlement, au moment où il me suivait, j'ai tenu une sorte de journal en écrivant tout ce que je faisais et pourquoi. Le résultat étant une sorte de double portrait, ma journée vue par moi-même et vue par le détective de la même période. Voilà, c'était un jeu. Donc, je me souviens quand j'ai reçu la planche contact, quand j'ai reçu les photos du détective, j'étais surexcitée, je les trouvais très belles. Il y avait des choses amusantes, par exemple, chaque fois qu'il me photographiait, qu'il y avait vraiment une information, que j'étais avec un homme, par exemple, ça devenait tout flou. On ne voyait pas l'homme. Je me souviens que j'ai adoré son vocabulaire, la surveiller, empreinte, la surveiller, fait ceci. Dans tous ces projets, je ne sais jamais ce que ça va donner. Ça peut complètement... il aurait pu envoyer un rapport qui aurait été illisible, ennuyeux, à périr. Les photos auraient pu... Je ne sais pas, je ne sais jamais. Là, je sais que je me souviens quand j'ai reçu son matériel. Bon, ça y est, c'était clair, ça marchait. Pendant 7 ans, j'ai voyagé en faisant des petits boulots partout où j'allais. Et puis, quand je suis arrivée en Californie, on m'a proposé d'être
go-go girl, enfin c'est une sorte de stripteaseuse, une version du striptease. Moi, j'étais féministe à l'époque. Enfin, ça me paraissait un comble vraiment que de devenir stripteaseuse. Et donc, j'ai refusé. Et ensuite, ce refus m'est toujours resté en travers. Et quand je suis revenue en France, ça m'obsédait cette histoire. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à Pigalle à tourner autour des stands de foire foraine, autour des stripteaseuses. Et un des types qui tenait ces striptease a dû voir dans mon regard, parce que j'étais là, les yeux écarquillés dehors, j'avais jamais vu de striptease. Et il m'a dit: «Vous voulez le faire?» Et j'ai dit tout de suite: «Oui», alors que j'étais pas du tout préparée, je n'avais jamais vu. Il m'a fait rentrer immédiatement, sur scène ce jour-là. C'était des choses très minables, hein, c'était des striptease forains. J'étais en blue jeans, c'était catastrophique. Et donc je me suis retrouvée en 3 minutes à dire oui et à me déshabiller, dans la baraque foraine. Et à la suite de ça, le type m'a dit: «Bah, si vous voulez revenir, je vous engage». J'ai dit: «Oui». Quant aux photos, là, en effet, il y a 2 personnes qui sont venues, qui ont une amie à moi, ainsi qu'une jeune femme qui voulait faire des photos de stripteaseuses. Il y avait un mélange de personnes qui m'avaient donné donc les photos. Donc une de ces photos, est devenue, celle des autobiographies. Les histoires vraies, ce sont des récits autobiographiques liés à des moments, importants de ma vie, que je considérais comme ça, comme des moments clés. C'était l'anniversaire de mon meilleur ami. Je voulais lui faire un cadeau. Je n'avais pas d'argent, je ne savais pas quoi trouver. J'ai donc écrit une petite histoire. J'ai fait un Polaroid pour prouver qu'elle était vraie, comme j'ai l'habitude de faire avec les photos. Et puis j'ai fait un petit livre où il y avait 6 ou 7 récits, mais tout ça sur 10 centimètres sur 8, quoi, avec une dizaine de petits Polaroids et quelques phrases. Et donc, je pense qu'il y a aussi, dans ces histoires vraies, dans ces autobiographies, l'envie de me reposer. C'est-à-dire que de ne pas aller, épier un autre, hein, et de me concentrer, de tourner la caméra vers moi, parce que là, au moins, personne ne pourra se rebeller, puisque ce sont mes souvenirs, mes histoires. Donc je pense que inconsciemment, l'idée de faire ces récits autobiographiques est venue d'un désir à un certain moment de renverser les choses en lâchant un peu les autres. C'était mon lit, celui dans lequel j'ai dormi jusqu'à mes 17 ans. Puis ma mère l'a mis dans une chambre qu'elle a louée. Le 7 octobre 1979, le locataire s'est couché et s'est immolé par le feu. Il est mort. Les pompiers ont jeté le lit par la fenêtre. Il est resté 9 jours exposé dans la cour de l'immeuble. J'ai commencé à écrire pour garder des traces. Il s'agissait d'actions bien précises. J'ai commencé à écrire comme on fait des constats policiers, c'est-à-dire l'homme sort de chez lui à telle heure et il emprunte telle rue. Et j'écris encore comme ça, même quand il s'agit de mes autobiographies. Il y a des tas de projets où je ne sais pas trop où ça va. J'ai eu l'idée un jour donc de demander à des aveugles quelle était la plus belle chose qu'ils aient vue. Puis cette idée m'a paru cruelle, j'osais pas trop commencer. J'avais peur de la réaction du premier aveugle qui m'envoie au diable. Et pendant 1 an, j'ai gardé l'idée comme ça, en ayant peur de demander pour la première fois à un aveugle qu'est-ce que c'était que la beauté. Et puis au bout d'1 an, j'étais à Montpellier, j'ai vu un aveugle qui venait vers moi. Je lui ai demandé s'il était aveugle de naissance, parce que c'est pas évident, il y a peu d'aveugles de naissance. Il l'était, et puis je me suis lancée à l'eau, c'est-à-dire que je lui ai posé ma question. Et il a eu une réponse magnifique, c'est la première que j'ai obtenue. Il me disait: «La plus belle chose que j'ai vue, c'est la mer à perte de vue». Et en gros, c'est lui qui m'a donné l'autorisation de commencer, c'est-à-dire que par sa réponse, qu'il a faite le plus naturellement du monde, qui dans ma tête amenait tout de suite une image, par le fait qu'il n'avait pas été choqué, qu'il avait répondu comme si c'était une question évidente, il me donnait le droit de continuer.
Dans beaucoup de mes projets, maintenant, je ne prends même plus les photographies, c'est-à-dire que je prends les photographies quand elles sont liées à une performance, c'est-à-dire suivre quelqu'un dans la rue, c'est évidemment moi qui prends les photographies. Les aveugles sont en face de moi, c'est moi qui les photographie. Mais quand il n'y a pas de performance liée à la photo, je prends une mauvaise photo avec un Polaroid, je note dessus ce que je voudrais obtenir, et puis je demande à quelqu'un de me faire la même photo, mais sans qu'elle soit floue, et je trouve ça préférable. Il y a plus de chances que la photo soit réussie, disons. Ça se passe à Minneapolis. Ces photos sont tirées de cassettes, qui sont les documents de la banque. Je suis devenue amie avec une détective privée là-bas qui avait en sa possession des images, des films où on voyait des gens en train de sortir de l'argent des guichets cartes de crédit, et avec time-lapse film, c'est-à-dire une photographie toutes les secondes, je crois. Ça, des images arrêtées toutes les secondes. On y voyait des gens qui arrivent comme ça, par exemple, tout sourire pour chercher de l'argent, et au fur et à mesure que la procédure avance, que l'argent sorte, leur visage se décompose complètement. Ce qui m'a plu dans ces photos, c'est que ce sont des gens qui pensent être seuls face à leur argent. Je veux dire, ce serait comme d'entrer dans un confessionnal ou d'entrer dans un isoloir. Donc je me suis procuré ces films, j'ai fait des polaroïdes à partir de ces images. C'est la première fois, par exemple, où je me trouve devant des images que j'aime beaucoup. On voit ces gens comme ça dans le noir, leur visage, leurs traits, et sans savoir qu'en faire, hein. C'est-à-dire que j'ai pour une fois, je suis dans le cas de figure inverse. J'ai le matériel, mais je n'ai pas l'idée. Vous voyez les 3 dernières photos là? Ça, c'est un homme qui m'écrit et qui veut devenir mon esclave ou mon serviteur. Et il m'envoie des photos de lui. Alors j'ai décidé d'obéir. Donc je lui ai écrit qu'il pouvait venir. Je ne sais pas ce que je vais en faire. C'est le jeu. Donc il va venir. Et il faut que je trouve des idées pour le faire travailler, mais voilà.